On voulait profiter de notre événement Transition aujourd'hui pour mettre en lumière les initiatives qui contribuent à la découverte et à la protection de l'eau du fleuve Saint-Laurent, mais de tous les cours d'eau au Québec. Veuillez donc accueillir chaleureusement Laurence Côté-Leduc, Mariano Lopez, François-Simon Désiel, Julie-Christine Martin, Gabrielle Léonard, Luciane Popovici et Arba Bidres. Yes! Donc, Bienvenue, prenez le temps de vous asseoir. Question pour tout le panel, là, en un seul mot. Là. Comment est-ce que vous décriveriez la relation de la population avec l'eau? Je vais peut-être commencer. Oui. Moi, je dirais qu'il y a certains qui l'exploitent, il y en a d'autres qui la vénèrent, mais tous en dépendent. Ah, j'aime ça. Intéressant. Moi, je pense que c'est fondamental. Ici au Québec, on a le fleuve Saint-Laurent qui traverse le territoire d'un bout à l'autre, puis c'est ce qui a forgé notre culture, nos cultures en fait. Puis c'est ça, on a transporté tout par là, on se nourrit par le Saint-Laurent, donc c'est définitivement fondamental ici. Comme toi, tu as pris plus de mots, moi je dis juste un, l'inconscience. C'est fort. Moi, j'ai une question pour Laurence, coordonnatrice chez Le Semoir. Vous offrez des ateliers créatifs et puis éducatifs axés sur le développement de l'éco-citoyenneté des jeunes, entre autres via des activités dans des milieux scolaires, dans votre verger, dans des classes extérieures. Ici, on est pour parler de l'eau, en fait, là, on l'a dit. Vous êtes également engagé dans la protection des fleuves, du fleuve Saint-Laurent, en fait. C'est quoi votre démarche dans cette protection-là? Une grande démarche qui a commencé avec un projet créatif de ma collègue Billy Jazz. Billy Jazz est venue nous voir et elle a dit « Hey, moi, là, j'ai envie de documenter le fleuve. » On a dit « OK, qu'est-ce que tu veux faire? » J'aimerais ça sillonner le fleuve de Montréal en Méganie, de la rive sud à la rive nord, puis aller à la rencontre des gardiens du fleuve, puis de leur donner une voix pour le fleuve. Le Semoir, on a dit, OK, let's go, on plonge avec toi là-dedans et on va t'accompagner dans la création du documentaire. Donc, elle a créé, avec 2 autres co-réalisateurs, Des rives, regards sur le fleuve. Et ça a également, après, donné suite à un atelier écoéducatif qui s'appelle Des rives, regards sur le fleuve et qu'on offre maintenant dans les écoles. Le premier atelier qui vient avant ça, qu'on a créé également suite à ça, c'est un atelier sur les enjeux qui entourent le fleuve Saint-Laurent. Donc, on offre des ateliers dans les écoles. Et puis ensuite, on s'est dit, OK, oui, c'est vraiment important de faire des ateliers dans les écoles, mais ça prend autre chose pour protéger le fleuve Saint-Laurent. Ça prendrait une entité juridique, une personnalité juridique. Et il y a des gens qui ont déjà commencé ce travail-là. Donc, on s'est dit, on va rallier le mouvement. On a rallié le mouvement d'Alliance Saint-Laurent et on est allé déposer à l'Assemblée nationale le projet de loi en 2022, donc autant à l'Assemblée nationale qu'au fédéral. Et puis l'année passée, on a apporté ce projet-là aux Nations unies à New York. Wow. Et justement, oui, applaudissez. Tu nous as parlé justement, puis on entend souvent parler de reconnaître le fleuve comme une personnalité juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, puis quel impact ça aurait justement? Je vais essayer de garder ça digeste, OK? Parce que c'est vraiment des processus plus législatifs, on s'entend. Mais le plus grand impact que ça pourrait avoir, ça serait d'intenter une action en justice si les droits du fleuve ne sont pas respectés. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a un bateau qui va à vive allure, qui dépasse la réglementation de la vitesse, puis qui, sans le savoir, arrive à côté d'une ponnière à beluga dans le coin de Tadoussac. En ce moment, même s'il y a quelqu'un qui le voit, on ne peut pas poursuivre ni le bateau, ni l'entreprise pour avoir dérogé de la réglementation. Donc, d'avoir une personnalité juridique, ça permettrait de donner des droits, le droit de couler librement, le droit à la biodiversité, le droit à la santé des écosystèmes du fleuve, et en fait d'amener la voix du fleuve plus loin, puis de lui permettre de se défendre. Puis ça prend des gens qui le font parce que le fleuve, il peut pas parler, il peut pas écrire pour revendiquer. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'il soit doté d'un statut. Super intéressant. C'est clair, c'est bien fait. Merci. Oui, OK, c'est bon. J'ai compris. J'ai une question pour Mariano de chez Ecomaris. C'est un peu, ce que vous faites, c'est former un peu des gardiens et des gardiennes du fleuve. C'est un terme qu'on aime beaucoup, Tom Elliott et moi. Oui. Et grâce à votre voilier école, je trouve que ça a l'air trop cool. Les jeunes, ils partent en expédition, ils en apprennent plus sur le fleuve, les océans. Racontez-moi un peu l'expérience qu'ils vivent. Bien, d'abord, quand je dis de l'inconscience, c'est que Ecomaris, c'est comme un véhicule de transition entre l'inconscience et la conscience. Entre découvrir un univers qu'on ne connaît pas, puis à travers le fait d'être en contact avec le fleuve. J'aime bien une personnalité juridique, le fleuve, mais c'est une personnalité en soi. Des fois, nous, on le parle comme si le fleuve nous parlait aussi. Si le fait de le découvrir, les jeunes qui arrivent, qui souvent, on parle de reconnecter avec la nature, mais pour certains, c'est connecter avec la nature. Mais d'abord, connecter avec soi-même.
qu'est-ce qu'on constate depuis 10 ans qu'on fait ça, on part avec des équipes pendant 10 jours, pendant 2 semaines, c'est se reconnecter à soi, c'est donner le droit de déconnecter, de laisser leur cellulaire dans leur couchette, puis connecter avec une nature. Oui, ça arrive des fois, de temps en temps, laisser le cellulaire de côté. Ça nous permet de voir d'autres choses. Et par la suite, d'être en lien avec le fleuve. Et le fleuve, je pourrais parler des heures sur comment peut nous faire changer et surtout de nous permettre de connecter. Donc, je pense que comme 3 niveaux que les gens qui participent avec nous, c'est arriver à se donner le droit d'être en contact avec eux, de se donner le droit d'être en contact avec le fleuve, puis apprendre, puis le découvrir, et surtout être en contact avec les autres pour ensuite peut-être créer, on parle de pensée créative, il y a quelque chose de super intéressant là-dedans. Comment est-ce qu'on pourrait rendre le fleuve accessible à l'ensemble de la population? Davantage, là. Parce que la plupart habitent sur les rives, là, donc... Mais c'est un peu la base de ce qu'on essaie de faire. On se rend compte que la plupart des jeunes avec lesquels on est en collaboration, ils n'ont jamais... juste une question comme ça. Qui a déjà navigué sur le fleuve Saint-Laurent? Levez la main. La moitié. Avez-vous déjà eu le mal de mer? Yeah, parfait. Même si vous le avez, ça ne dure pas longtemps. Donc, l'idée, c'est de donner accès à une population que normalement, ils n'ont pas le droit. Pour moi, démocratiser, c'est aussi de permettre à des gens qui n'ont jamais eu peut-être la possibilité de monter à bord, puis par la suite, en relation avec d'autres personnes qui sont très différentes. Donc, il y a quelque chose au niveau d'offrir un lieu de rencontre, un safe space, où est-ce que les gens vont développer une relation avec eux, avec la mer, et après ça, par la suite, avec l'éco-responsabilité, etc. Donc, ça commence d'abord à permettre à des populations vulnérables, des populations qui n'ont pas la possibilité économique, sociale de pouvoir se rendre là. C'est un peu notre axe fondamental. Et par la suite, d'essayer de le laisser voguer. Merci. J'ai une question pour François Simon. Tu fais partie du groupe Qualité Motel. Ouais. Vous faites des tournées partout à travers le Québec, même à l'extérieur. Puis à un moment donné, vous avez décidé de réinventer le concept de la tournée avec la Virée du Saint-Laurent. C'est quoi ce projet-là? Pourquoi? Bien, voilà à peu près 6 ans, on a eu l'idée de tourner en bateau. On se disait, ça pourrait être cool, là, on met notre setup de musique sur un petit ponton, puis les gens sont autour, ils nagent avec leur maillot de bain. Nice. On trouvait ça cool, tu sais. Cool. Mais l'idée a fait son chemin, puis on était dans une volonté de s'éco-responsabiliser avec la tournée. Il y avait beaucoup de mouvements qui se faisaient déjà. On voyait qu'il y avait des festivals aussi qui commençaient à prendre des initiatives qui étaient vraiment inspirantes, puis on voyait notre milieu évoluer, beaucoup plus éco-responsable. Donc, on s'est dit, faisons un genre de festival, mais au lieu que ce soit les gens qui se déplacent pour venir au festival, on a décidé de faire déplacer le festival vers les gens, puis de faire ça en voilier. Donc, on s'est organisé avec une équipe de voiliers, on part avec... nos instruments, mais avec d'autres amis, d'autres musiciens qui font la programmation musicale du projet. Puis après ça, on part, puis on se promène tout au long du Saint-Laurent, puis on arrête 5, 6, 10 arrêts. Dépendamment des années, on a fait des trajectoires différentes. Puis il y a beaucoup d'éco-responsabilité là-dedans. On organise des nettoyages de berges à chacun des arrêts. On fait attention à la gestion des matériaux, des déchets. Ce qu'on consomme, la nourriture, les boissons, c'est local. Le transport, évidemment, c'est local aussi. Avec la voile, on se promène avec la force du vent. Les voitures sur la terre, c'est des voitures électriques. Mais au final, ce que je trouve le plus nice avec ce projet-là, c'est qu'on met le Saint-Laurent de l'avant. On part avec notre équipe, les caméras, les artistes, puis on invite le public à venir nous rejoindre pour faire la fête, écouter de la musique, manger, boire sur le bord de l'eau, les pieds dans le sable. Puis c'est ça que je trouve le plus beau, c'est qu'on met vraiment en valeur le territoire qui est au centre de notre pays puis qui est si magnifique. C'est très cool. Merci. En tant que fellow artist, je trouve ça vraiment, vraiment inspirant. C'est vraiment cool. Très beau concept. On peut s'organiser quelque chose, hein? Bien, c'est drôle, je me demandais si j'allais raconter l'anecdote, mais si on a 15 secondes. La première année, on était dans le pétrin parce que le bateau qui était supposé nous ramasser pour faire la première année
était coincé à cause des vents puis des marées. C'était pas possible de se rendre à temps pour être capable de partir faire la première virée. Donc, on a contacté la gang de l'Écomaris pour qu'ils puissent venir, pour voir s'il n'y avait pas un navire qui allait passer dans notre coin. Puis finalement, avec Lancelot, on s'est organisé. Puis... Notre vieux capitaine. Ils sont venus vous sauver. Ouais, C'est une chance, une chance. Ma prochaine question, moi, elle est pour Julie-Christine de G3E. Donc, tu es chargée de projet chez G3E, le groupe d'éducation et d'éco-surveillance de l'eau. Vous avez créé un mouvement communautaire pour la protection de l'eau il y a plus de 30 ans et vous dites que vous changez les choses une rivière à la fois, comme c'est poétique. Comment les jeunes peuvent passer à l'action, selon vous, pour la protection des cours d'eau là, à travers vos programmes et vos activités? Là? Oui, merci. Bien, en fait, au G3E, on a beaucoup d'activités qui sont destinées aux jeunes, mais notre programme phare que vous connaîtrez peut-être, c'est J'adopte un cours d'eau. Donc, souvent, on connaît plus J'adopte un cours d'eau que le G3E. Donc, en fait, J'adopte un cours d'eau, c'est un programme qui va, en fait, amener les jeunes sur le bord de leur rivière, dans leur région, dans leur ville, leur municipalité. Puis, c'est eux qui vont devenir scientifiques pour la journée. Donc, ils vont faire des récoltes de données biologiques et des données de qualité de l'eau. Puis ça va leur donner un indice de santé de leur cours d'eau. Donc, est-ce que le cours d'eau est en bonne santé, en mauvaise santé? Puis, ce programme-là se répète d'une année à l'autre. Donc, on peut obtenir un suivi sur plusieurs années. Puis, une fois que les élèves ont trouvé leur indice de santé de leur cours d'eau, on les invite à passer à l'action envers leur cours d'eau. Donc, ça peut être des actions de sensibilisation ou des actions terrain qu'on va leur proposer. Puis, on va d'ailleurs développer une banque d'actions. On est en train de travailler là-dessus. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Ça devrait sortir bientôt. Ça va être disponible sur notre site Web. Puis, je vous invite à consulter notre site Web, voir toutes les ressources qu'on a là, pour les écoles puis les jeunes. D'ailleurs, c'est quoi votre constat sur les cours d'eau au Québec? Est-ce que vous constatez qu'ils sont en santé? Bien, en fait, c'est difficile de généraliser à tout le Québec parce que c'est vraiment vaste comme territoire, puis il y a beaucoup de différentes situations. Par contre, il y en a qui s'améliorent, on le constate là, dans nos résultats. Il y en a qui vont se détériorer aussi, ça dépend vraiment des milieux. Puis, dans le fond, bientôt, on va sortir aussi un rapport sur un grand projet qu'on a fait qui s'appelle Des rivières surveillées de 2017 à 2024. Puis là, on aura plus de constats un peu plus dans le détail qu'on pourra dévoiler dans ce rapport-là. Puis, il va être disponible également sur notre site Web, ce rapport-là. Puis, dans le fond, j'aimerais aussi ajouter que dans le contexte des changements climatiques, c'est important aussi d'avoir un suivi sur plusieurs années. Puis là, quand je parle de plusieurs années, c'est 10 à 15 ans là, de données qu'on cherche à accumuler. Donc, voilà. Super intéressant. Je m'en vais vous parler de la rivière Macpaille qui est sur la Côte-Nord. Oui. Déjà, des faits super intéressants. C'est une des plus grandes rivières sauvages au Québec. Elle est reconnue pour la biodiversité qu'elle habite, on le sait. Mais c'est aussi comme une des 10 meilleures rivières au monde pour les sports d'eau, selon le National Geographic. Moi, ça m'a bien impressionné quand j'ai appris ça. Puis là, à cause de son débit exceptionnel, ça en fait évidemment une cible pour les futurs projets de barrages hydroélectriques, malheureusement. Gabrielle, vous êtes prof en éthique et culture religieuse à l'École secondaire Saint-Luc. Luciane et Arbab, vous êtes anciens élèves de secondaire, puis vous avez descendu la rivière Macpaille en 2022 en rafting. Comment que ça s'est arrivé? Pourquoi? Racontez-moi. Oui, aventure complètement folle. Moi, ça part en 2021. D'ailleurs, c'est la première fois que j'ai entendu parler de la rivière Macpaille. C'est quand que j'ai appris que c'était une personnalité juridique. On parlait de ça tantôt. D'ailleurs, c'est la première rivière au Canada à détenir officiellement ce statut. Grâce notamment au travail de l'Alliance Muteshkao-Chippu sur la Côte-Nord. Donc, une fois qu'on s'est rassemblés, la direction, ils sont venus me voir, ils m'ont dit on a un projet assez trippant à te proposer. Roy Dupuis et la production du Rapide Blanc donc, sont venus nous voir puis nous ont dit on aimerait ça amener 10 jeunes qui sont issus de milieux urbains et qui ont peu ou pas la chance donc d'aller sur les cours d'eau au Québec, d'aller en nature. Donc oui, pour leur faire vivre une expérience trippante de rafting, mais aussi pour les faire réfléchir sur notre apport en énergie, d'où ça vient, puis justement se questionner sur les barrages hydroélectriques puis l'impact que ça peut avoir sur le territoire. Donc, quand mon directeur m'a proposé ça, j'ai dit oui, assurément. Et puis, là, avec les réalisateurs, Nicolas Boisclair, Alex Degelder, Noriac Aventure aussi sur la Côte-Nord, donc on a réussi à tout orchestrer pour que, en 2022, la rentrée scolaire, donc la première semaine d'école, on parte là, avec
justement Luciane Arbab et 8 autres élèves là, à aller descendre la rivière. Fait que, Malade. Luciane Arbab, aviez-vous déjà entendu parler de la rivière Magpie, puis surtout, aviez-vous déjà fait du rafting? Parce que c'est pas rien, se soigner dans l'eau de même d'une shot. Ben, en fait, j'avais jamais entendu de la MacPêche. Et moi, je pensais que tous les cours d'eau du Québec étaient déjà utilisés pour l'hydroélectrique. Et quand j'ai entendu qu'il reste un et on va aller rafting, je suis comme, bien sûr, je vais aller. Je vais pas laisser cette chance aller. Et rafting, j'ai jamais fait ça dans ma vie. Alors, je suis comme. C'était ta première fois? Première fois. OK, quand même rien. Là. Un beau gros défi là, pour Hey, commencer. fin intéressant, je ne sais pas si on a le temps, mais Arbab, cette année-là, il avait beaucoup de difficultés à nager. Puis il a pris des cours de nage tout l'été pour être sûr d'arriver extrêmement bien préparé à cette aventure-là qui demande quand même des capacités de nage impressionnantes. Ouais. Puis, bref, je tenais à le souligner parce qu'il a travaillé très fort pour pouvoir vivre cette aventure-là. Ben, en fait, j'ai pas pris des cours. Je me suis juste lancé dans l'eau et j'ai essayé d'apprendre tout seul. Il a passé l'année dans l'eau, pas compliqué. Exactement. Voilà. Puis c'est quoi, mettons, avez-vous remarqué des impacts sur votre vie d'avoir passé autant de temps dans la nature, en région, dans l'eau, comme ça? Est-ce que ça vous a permis de vous reconnecter à la nature? Ça vous a éveillé sur le sujet, mettons, de la crise climatique un peu plus? Ça m'a vraiment ouvert mes yeux puisque auparavant je me suis jamais trop lancé dessus le sujet à propos des cours d'eau, je me suis jamais trop intéressé à propos des barrages et tout. Je me suis dit bon, j'ai l'électricité, ça me convient. Mais mon collègue Arbab est venu vers moi et puis il m'a dit oh j'ai un projet, est-ce que tu aimerais venir avec moi à la sortie? Puis je me suis juste lancé, comme il a dit, tête dans l'eau, puis je me suis juste laissé guider. Puis bon, la journée est venue, puis je suis allé. Et en fin de compte, c'est une expérience qui m'a gravement changé. J'ai réussi à ouvrir mes yeux beaucoup plus sur tous les courants. Puis j'ai réussi à comprendre à quel point les rivières sont importantes à la vie. Et surtout que le Canada, on a sûrement plusieurs qualités, mais une des plus grosses richesses qu'on possède, c'est vraiment les rivières. Et que si on les enlève tous, le Canada en soi, il va pas être aussi beau qu'il était auparavant. Donc, c'est ça. Et justement, je vais poser la question à Gabriel, mais je m'adresse un peu à tout le monde. C'est quoi les actions que vous aimeriez voir se mettre en place dans les écoles du Québec en lien avec la protection de l'eau? Ben moi, j'aimerais ça qu'il y ait plus de programmes qui facilitent leur accès, et ce, partout, là, autant en milieu urbain que plus loin, là, autant miser sur le plan de proximité qu'ailleurs. Puis si on peut se permettre, aujourd'hui, il y avait des décideurs qui étaient là aujourd'hui, si je peux, on peut rêver en grand. Mais moi, selon moi, tous les cours d'eau au Québec, que ce soit les lacs, les rivières, le fleuve, on devrait y avoir accès. Ça devrait être gratuit pour tous d'y aller. Donc, moi, c'est un peu mon souhait. Une bonne main d'applaudissement pour ça. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant comme prise de parole. Luciane, Arbab, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Moi, un petit peu sur la même lancée, moi, j'aimerais que plusieurs commissions scolaires, peut-être le gouvernement s'il veut aussi, mais qu'il attribue un budget pour des sorties comme ça en plein air, puisque c'est vraiment, on peut en parler combien on veut en cours, mais c'est une fois vraiment qu'on vit l'expérience qu'on comprend à quel point c'est important à la vie. Merci Laurence, tout le monde. Que vous aviez l'air interpellé par... Oui, bien, j'avais envie de continuer puis de dire, ça serait vraiment le fun. Oui, on veut aller observer le fleuve, mais ce serait le fun, le fleuve, les cours d'eau qui puissent être invités dans nos milieux scolaires et que ça fasse partie du cursus scolaire. Oui, je partage tout à fait. Est-ce que je peux continuer à nourrir le rêve? En un ou deux mots, oui, en effet. Oui. Bien, nous, on s'est rendu compte que on avait la possibilité de naviguer sur le Saint-Laurent, comme tu dis, c'est quelque chose de précieux et un privilège. Alors, en 2025, on a un projet on a déjà acheté un deuxième bateau qui nous permet de recevoir des classes d'école avec des profs pendant 2 jours. Donc, 2025, ce rêve-là, où est-ce qu'on pourrait donner cet accès à vous, à vos profs, à vos jeunes, dans les écoles, de pouvoir venir passer 2 jours, commencer un travail de sensibilisation et d'amener le fleuve dans les écoles. Mais c'est notre rêve qu'on est en train de réaliser, donc on va avoir besoin de votre collaboration
pour le réaliser. J'ai déjà visité un des bateaux écoles. C'est vraiment nice. Envoyer tous les élèves. Yeah! On y va! Merci. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé vos perspectives. Merci tout le monde. Merci Julie-Christine, François-Simon, Gabriel Arbab, Luciane. On va juste garder avec Laurience nous... et Mariano, on vous garde parce que vous avez des prix super intéressants parmi les écoles aujourd'hui pour l'événement de transition. Rappelez-nous, c'est quoi les prix là, qui sont offerts? Oui, bien, en fait, dans l'activité sur la créativité, on a beaucoup entendu parler de serres. Vous voulez des serres dans vos écoles? Bien, on en fait tirer une. On fait tirer une serre agro-pédagogique dans une de vos écoles participantes. Donc, n'hésitez pas, il y a des partenaires qui nous permettent de rendre ça gratuit dans une école. J'aimerais juste les nommer rapidement. Le Lab 22, Arbre Évolution, Mère au front, Linéaire, les Jardins de l'Écoumène et Dubois Agrinovation. On les remercie beaucoup. Yeah! Merci. C'est pas rien quand même. Et le prix Écomaris. Alors, nous, on s'est dit qu'on vous parle beaucoup de fleuves, nous parle beaucoup de l'impact qu'a le fleuve sur nous. Alors, on va offrir une possibilité de naviguer sur l'Écomaris 1 pendant 3 jours, Québec, Montréal, la possibilité de partager avec nous, de faire des repas, de comprendre les cartes, de peut-être faire des relèvements de plancton, de pouvoir faire plein d'activités pendant 3 jours, 3 jours. Donc, on va vous offrir ça à je pense qu'un prof puis 2 élèves, quelque chose comme ça. Oh, Non, c'est pas moi c'est qui ai une surprise. l'information. Mais Moi, j'aimerais ça être là, par exemple. J'ai le droit de me joindre. d'ailleurs, pour les écoles primaires, secondaires qui sont présentes aujourd'hui, qui n'ont pas encore eu la chance de remplir les formulaires pour courir la chance de remporter un de ces prix incroyables, vous avez jusqu'au 1er avril pour le faire, donc ça s'en vient vite. Les formulaires sont sur le site de l'événement Transition du Lab 22. Ratez surtout pas votre chance. Merci Laurence, merci Mariano et merci à tous les autres membres de notre panel. Merci beaucoup. Merci à vous.